les concours. Et ce sont ces concours-là qu'on va devoir passer pendant qu'on est en train d'évoluer avec le programme. Alors, les concours qu'on va passer, ça va concerner les étudiants, pas seulement les étudiants, mais les architectes et urbanistes qui voudront participer à cela. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va demander aux étudiants et à tous ces participants-là des concours. On va commencer par les concours d'esquisse rapide. Alors, il y a les chaises qui sont là au fond. C'est vers là que vous allez devoir aller. On va vous faire les fiches de participation. Après avoir rempli les fiches, on va vous faire quelques planchettes et les papiers pour commencer le concours. On va vous faire déjà le thème aussi avec lequel on va lancer. Après ça, il y a le concours de maquettes. Pour ceux qui sont venus participer à ce concours de maquettes, il y a des tables là au fond où on va déposer les maquettes et aussi bien sûr remplir la fiche. Et ensuite, pendant que les autres seront en train de faire les concours d'esquisse rapide, il y a aussi ceux qui seront en train de passer aussi les concours de connaissances. Le concours des connaissances, c'est seulement les génies en herbe par rapport aux questions en rapport avec nos facultés qu'on organise à l'IBTP. Et à la fin, on va finir maintenant par le concours des modélisations 3D. Question d'information, la modélisation 3D, on a choisi un projet qui est déjà en cours. C'est le projet de la réalisation du centre culturel de Butembo. Et ça va se construire, il y a déjà la première pierre qui a déjà été faite à la parcelle du musée, l'actuel musée national de Butembo. C'est au même endroit qu'il va se construire le centre culturel de Butembo. Alors, dans ce concours de 3D, on a préféré rendre cela réalisable, même si les participants vont faire la réalisation. On s'est dit, si on peut proposer la modélisation qu'ils vont faire avec le centre qui est en train de se construire, donc la première personne qui va remporter ce concours, son design va être proposé pour les salles d'exposition qui vont se construire là-bas au musée national de Butembo. C'est ça qui va faire le concours de modélisation 3D. Et ceux-là ont déjà envoyé leur projet sur notre adresse mail. Alors, on va juste les demander de recompléter les fiches de participation et ça sera maintenant à nous de faire la déposition. Un peu plus tard dans le déroulement des activités, il y a un moment où on va remettre maintenant les prix à toutes ces personnes qui auront remporté les différents concours. Voilà en gros comment ça va se passer. Alors, les autres confrères vont nous aider à faire la suivi de ces concours-là et bien sûr les dépouillements. Donc, sans tarder, je vais demander aux étudiants, ceux qui vont participer au concours, d'aller prendre déjà place pour qu'on arrive déjà à leur faire les fiches de participation et passer plutôt aux étapes suivantes. Il y a déjà certains qui ont déjà déposé leur candidature et ceux qui ne l'ont pas fait, on a des fiches qu'on va vous faire maintenant, même si vous ne l'avez pas encore, même si vous n'aviez pas encore envoyé vos fiches, veuillez aller prendre place là derrière. On va vous faire de nouvelles fiches que vous allez compléter et on va commencer le concours. Et sinon, comme on est déjà à l'intérieur de la salle, les concours qu'on va passer, ça sera, on va vous faire le thème que vous allez vous mettre à coucher sur les papiers. Et le thème reste le même. Vous allez produire des réalisations, soit qui existent, soit des réalisations imaginaires, mais qui seront en rapport avec, qui ne va pas s'écarter de l'utilisation des matériaux locaux, mais aussi qui va cadrer dans le développement durable, mais aussi écologique, les constructions écologiques. C'est sur ça que vous allez faire les différents concours. Alors, je vais demander aux membres d'aller déjà accompagner les autres questions qu'on lance ces différents concours. Ceux qui sont venus avec leur maquette, ceux qui sont venus participer au concours de maquettes 3D, veuillez déposer vos maquettes là derrière. Et pendant qu'on sera en train de faire les esquisses, les maquettes seront aussi en train d'être évaluées. Et ce qui va suivre, ça sera le concours de connaissances. Et on va finir maintenant par le dépouillement des concours de 3D.
Pendant ces temps, j'aimerais juste dire la règle est simple. Comme on l'a toujours dit, c'est la loi du plus rapide, la loi du plus souple. Les questions, on a tous les réponses à ces questions, mais celui qui aura à gagner, c'est la personne qui sera souple à lever sa main pour répondre. Ce n'est que ça que nous avons comme règle dans cette catégorie de concours. Quoi, où suis-je? Un peu comme dans les génies en herbe qu'on faisait autrefois aux humanités, un peu plus loin à la TV5 Monde, avec question pour un champion. La première question est libellée comme suit. Je suis un dessin technique qui représente les différentes parties et éléments d'un bâtiment ainsi que leur disposition. Plan masse, quelqu'un tente? La coupe? C'est pas la bonne réponse. Dans le public? La question, la première et la plus simple. La question suivante. Je suis une personne où l'entreprise responsable de la coordination et de la gestion d'un chantier de construction. Je suis une personne. Je suis une personne ou une entreprise responsable de la coordination et de la gestion d'un chantier de construction. Comment on m'appelle? Jury? Un ingénieur. Un ingénieur. Un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, voilà, bravo pour la première réussite dans cette catégorie de concours. La question suivante. Je suis une structure en bois, en métal ou en béton qui soutient le toit d'un bâtiment. Jury? Chapon. Voilà, bravo pour cette réponse. Ce sont des questions terre à terre, ça demande juste la rapidité et on gagne tout le point. Question suivante. Je suis une structure enterrée qui soutient le poids d'un bâtiment en le répartissant sur le sol de manière uniforme. Jury? La fondation. La fondation, bravo pour cette réponse. Question suivante. Je suis une voûte en forme de croix qui est courbée diagonale. Je peux répéter la question pour la bonne audition. Je suis une voûte en forme de croix qui est courbée diagonalement. Pensez au nom de voûte que vous connaissez et tentez. La réponse, elle est terre à terre. Dans le public, il n'y a personne qui tente. Voilà, bravo dans le public, il fallait trouver l'ogive. La question suivante. Je suis un élément vertical de soutien utilisé dans la construction pour supporter les charges et redistribuer les poids sur les fondations. La colonne. La colonne, voilà, bravo, c'est la bonne réponse, la colonne ou le pilier. Soyons très rapides, soyons très souples pour gagner le prix de ces concours le plus facile. Je suis une structure en verre qui permet à la lumière naturelle de pénétrer dans l'espace naturel. Je me répète, ou vous tentez directement? Le vitre. Le vitre? Qui dit mieux? Ou je répète la question. Je suis une structure en verre qui
qui permet à la lumière naturelle de pénétrer dans un espace intérieur. Jury? Fenêtre. Fenêtre. Qui dit mieux? Les bains. Le Bains. public? Verrière, voilà la bonne réponse. Dans le public. Les questions sont tellement faciles. La question suivante. Je suis la face extérieure d'un bâtiment, généralement visible depuis la rue ou un espace public. Public, jury? La façade principale. La façade, voilà la bonne réponse. Je suis un matériau de construction composé de béton, renforcé avec de barres d'acier, offrant une grande résistance structurelle. Le béton armé. Le béton armé, voilà la bonne réponse. Je suis un professionnel qui conçoit et aménage les espaces intérieurs des bâtiments en tenant compte de l'esthétique, de la fonctionnalité et du bien-être des occupants. Un architecte. Qui dit mieux? Un architecte d'intérieur. Un architecte d'intérieur, bravo. Je suis un quartier urbain conçu de manière à minimiser son impact environnemental en intégrant des principes de développement durable tels que la gestion des déchets, l'efficacité énergétique et la préservation de la biodiversité. Jury? Quartier écologique. Quartier écologique. Qui dit mieux? Quartier écologique. Un îlot. Un îlot. Un quartier viable. Un quartier viable. Je pense, avec les jurys, on peut donner, si les jurys me permettent, on peut accorder la réponse, le point à celui qui a dit quartier écologique et éco-quartier. C'est la même chose. Éco-quartier. Bravo, nous accordons le point à celui qui a répondu en premier. Voilà, nous passons à la prochaine rubrique. Apprêtez vos stylos et vos papiers. La rubrique s'intitule l'anagramme. L'anagramme, c'est une rubrique qui consiste à jouer avec les lettres pour trouver un mot que nous allons demander selon les détails de la question. Commençons, écrivons A, T, R, espace, O, C comme concours, E avec accent aigu comme économie, et D comme démographie à la fin. À l'aide de ces lettres, trouvez un style architectural qui s'est développé dans les années 1920-1930, caractérisé par les lignes géométriques, des motifs décoratifs et l'utilisation de matériaux modernes tels que le verre et l'acier. Jouez avec les lettres et trouvez la bonne réponse. Les jurys, je pense que vous pouvez récupérer les copies et voir. Une minute, voilà, les jurys accordent 1 minute d'évaluation. Après, on récupère les copies. Voilà, on peut récupérer les copies. La réponse, il fallait trouver l'art déco. L'art déco. Personne n'a trouvé?
Ah, il fallait mettre aussi les noms. Moi. C'est moi, Jean-Paul. Jean-Paul. L'art déco, voilà, bien trouvé. Ils peuvent reprendre les copies. On passe à la prochaine rubrique. Apprêtez également vos stylos. La rubrique s'intitule correspondance. Comme ça s'est bien dit, la correspondance, nous allons faire correspondre chaque élément à son équivalence. D'un côté, nous allons mettre les œuvres architecturales, les œuvres urbanistiques, les œuvres de construction, et de l'autre côté, nous allons mettre le concepteur. Du côté des œuvres, mettons le village des vacances Renouveau, vous pouvez mettre même en sigle, question que vous sachiez juste comment voilà, le village de vacances Renouveau, la Villa Savoy, la maison en cascade, la tour Eiffel, et enfin l'hôtel Goma Serena. Aux côtés de concepteurs, nous mettons Archie, Henri Mouette et Pierre. Vous pouvez mettre seulement les sigles, question de gagner le temps. Après l'architecte Henri Mouette et Pierre, mettons l'archi Franck Luord. Après Franck, nous mettons Le Corbusier. Après Le Corbusier, nous mettons Farid, l'architecte Farid. Après l'architecte Farid, nous mettons l'architecte Maurice Coëclin et Émile, les sculpteurs. À l'aide de ces éléments, faites la correspondance et trouvez chaque œuvre à son concepteur. Un peu rapidement. Les jurys nous accordent 1 minute. Après, nous ramassons et passons immédiatement à la dernière rubrique des questions. « 20 secondes. Voilà, je pense que nous pouvons remettre. À cette question, il fallait associer le village des vacances avec les architectes Henri Mouette et Pierre, la Villa Savoy avec Le Corbusier, la maison en cascade avec Franck Luord, la tour Eiffel avec Maurice Coëclin et Émile, et l'hôtel Goma Serena avec l'architecte Farid. Les jurys vont essayer un peu de voir ceux qui ont pu ramasser ces points. Il n'y a personne, en tout cas personne, malheureusement. Ah, là c'est la bonne réponse, oui. Les deux, voilà. Ah, oui, ils sont là. Nous passons à la toute dernière rubrique. La toute dernière rubrique qui s'intitule Culture générale, au vrai sens du terme. Ce sont des questions d'actualité, des questions aussi terre à terre comme le précédent. La première question. Pendant le Congrès international de l'architecture moderne, tenu en 1933 à Athènes, sous l'égide de l'architecte urbaniste
Charles-Édouard Jeanneret Gris, dit Le Corbusier, se sont définies les 4 fonctions fondamentales de la ville. Lesquelles? Les 4 fonctions fondamentales d'une ville. Il y a la fonction habiter, il y a la fonction circuler, il y a la fonction travail, la fonction divertissement et loisirs. Bravo pour cette réponse qui est tellement juste. La question suivante. En architecture et urbanisme, c'est quoi un projet urbain smart? Un projet urbain smart? Un projet urbain smart, c'est un projet qui est spécifique, Ok. un projet qui est mesurable, Mesurable, un projet qui est atteignable, atteignable, qui est fixé en un temps bien déterminé, temporaire, merci. Ok, et puis merci. à la fin qui tient compte de l'écologie, l'environnement. Qui tient compte de l'écologie et de l'environnement. Bravo pour ces points ramassés. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont des questions terre à terre. Ça, c'est terre. La question suivante. Quel est le dernier document délivré par les services d'urbanisme pour attester que la construction érigée respecte les normes de construction et le plan déclaré pendant le processus de demande d'autorisation de bâtir? L'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir, qui dit mieux? C'est le 3e annexe. Bah, Certificat non, on vous écoute, certificat. Qui dit mieux? Dans le public peut-être? Bravo, un point ramassé dans le public. Question suivante. Quelle est la plus ancienne merveille du monde antique encore existante? On vous écoute. C'est une pyramide. Ouais, la pyramide. Pyramide de Khéops. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin. Le point ramassé par le concurrent, Paul. La question suivante. Quel est le plus grand bâtiment religieux au monde? La muraille de Chine. Les plus grands bâtiments religieux au monde? C'est à Vatican. Non. Non. Notre-Dame de Lourdes. Non. Notre-Dame des Palmes. Non. Dans le public, personne n'est tente. Une question d'actualité, une question de connaissance générale. Il fallait trouver le temple d'Angkor. La question qui en suit, dans quel... Disons, Calatrava. je vous écoute. C'est ça le nom, Calatrava. Non. Qui dit mieux? Dans le public, il fallait trouver Filippo Brunelleschi. Et enfin, la dernière question pour clore cette rubrique des concours de connaissances. Quel est les monuments les plus visités au monde? Les monuments les plus visités au monde. Cette année, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, qui dit mieux? Christ Rédempteur de Dieu. On vous écoute? Le Christ troisième. Rédempteur. Christ est Rédempteur, qui dit mieux dans le public peut-être? Pardon? Ça, c'est le deuxième. Non. La cité est interdite, il fallait trouver la grande muraille de Chine.
C'est ainsi que nous clôturons cette rubrique. Avec les jurys, nous allons passer à l'analyse de points et dans les rubriques qui vont s'en suivre, nous viendrons donner le médaille ou le brevet de mérite à la personne qui aurait gagné ces concours. Entre-temps, nous passons le microphone au maître des cérémonies pour la suite des activités. J'étais sérieusement émerveillé. Tout d'abord, émerveillé parce que l'enseignement supérieur et universitaire a toujours trois grandes missions. Nous avons les enseignements, la recherche et le service à la société. Et nous nous sommes dit, à travers cette conférence, l'Institut du bâtiment en intervenant était en train de vouloir atteindre cette troisième mission qui est celle du service à la société. J'ai toujours l'habitude de poser la question je me pose cette question, matin, midi, soir, est-ce l'IBTP impacte positivement notre République démocratique du Congo et même les autres pays internationaux? Je me pose. La ville de Butembo regorge plus de 30 institutions supérieures et universitaires. Est-ce qu'il y a réellement, est-ce que toutes ces institutions impactent positivement dans la société? Je crois, vous comprendrez avec moi, que s'il faut donner des scores ou des cotations, l'Institut du bâtiment et travaux publics de Butembo est en train d'impacter positivement dans le milieu, dans la province et alors partout ailleurs. Lorsque j'étais un petit garçon, je voyais toujours la fièvre porcine. Nous avons beaucoup d'options de vétérinaires qui pilulent dans la ville, mais ils sont incapables à surmonter cette problématique. Chez nous, en RDC, lorsque votre femme vous dit qu'elle est grosse, vous la mettez entre la vie et la mort. Parce que nous avons une grande problématique de médecins. Les agronomes n'en parlons même pas. Nous avons le Bola et tout comme ça. C'est-à-dire, nous les gestionnaires, nous devons à tout et pour tout impacter, chercher à réanalyser encore ce que nous appelons le référentiel et voir si ces référentiels impactent positivement. J'ai été d'accord avec nos amis architectes lorsqu'ils étaient à séminaire à Kinshasa, qui disaient qu'en plus de cours généraux, il faut maintenant des cours spécifiques pour chaque ville. Nous sommes dans un milieu, je vais dire un milieu montagneux. C'est pas si on doit nous imposer les cours quinois, ça que tout le monde le sache. Nous savons qu'à Kin, il y a quand même une certaine morphologie. Et à Butembo, il y a une autre morphologie. Les jours où notre architecte qui nous avait représenté était venu, il a dit qu'il pouvait aussi proposer des constructions en milieu montagneux. Je crois que ça serait une particularité de notre architecture à Butembo. Ça se fait ailleurs. Ailleurs, on peut avoir des cours généraux, mais chaque université essaie un peu d'introduire des cours par rapport à ce que nous appelons la concurrence. Comme ça, celui qui dira, moi je veux que mon architecte qui termine soit à mesure de construire dans le milieu montagneux, il peut même quitter Kinshasa et arriver à Butembo. Il vient étudier à Butembo parce qu'il a besoin
d'avoir une particularité vers les constructions dans le milieu montagneux. Je te en train de donner un peu, je peux dire, tirer la sonnette d'alarme par rapport à nous gestionnaires. Ça signifie maintenant là, nous ne devons pas arriver à prendre les référentiels des compétences sans arriver à voir l'impact de ces référentiels dans le milieu d'implantation de nos institutions. La vie de Butembo, certes, matin, midi, soir, nous sommes en train d'apprendre qu'il y a des bâtiments qui s'écroulent. Mais lorsque nous analysons en fond les causes, nous constatons que les causes ou les responsabilités sont partagées. Et là, je me dis, nous qui sommes dans la gestion de formateurs, nous qui formons, nous allons faire tout notre mieux, nous allons toquer partout pour que la procédure de construction soit respectée. Je pense localement, nos services, urbanisme, TPAT et autres, doivent aussi faire leur travail pour nous permettre un peu d'atteindre cet objectif. C'est très malheureux, nous sommes presque dans la salle de fête. Si cette salle s'écroulait sur le gens, il faut vraiment évaluer les conséquences. C'est pourquoi nos services doivent faire attention. Nous qui vous formons aussi, nous devons faire aussi attention. De jeunes architectes qui viennent, même au secrétariat, en disant « j'ai seulement échoué l'architecture et on me demande de reprendre l'année ». Je crois qu'en disant « j'ai seulement échoué l'architecture », il faut aller voir le référentiel des compétences, quel type d'homme nous voulons former à la fin de cette option, parmi lesquels référentiel, je crois qu'il faut que vous soyez à mesure de faire les graphiques et tout consort. Nous devons être prudents, vous devez être prudents, et alors le service étatique doit être prudent. Je voulais peut-être terminer en disant, je suis très content que nous organisions de conférences, mais je serais encore très émerveillé d'apprendre que nous avons vulgarisé les résolutions issues de toutes les conférences. Vulgariser signifie, nous devons envoyer les résolutions à Monsieur le maire, ici représenté, à nos institutions, aux services habilités et tout consort. Et alors, quelqu'un disait, le bien que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Nous devons parler avec cette population. Parce que maintenant, notre population, simplement, confond un architecte à un ingénieur. L'urbaniste, n'en parlons même pas. Lorsqu'on dit, ce monsieur est urbaniste, on t'appelle au téléphone, on dit, Oyuna yaka himba kwe. Atina yaka di himba, on est urbaniste. Ça signifie qu'il y a un problème sur terrain. Nous sommes presque à la troisième promotion de nos finalistes urbanistes, mais ils ne sont pas encore consommés. Troisièmement, ils ne sont pas encore consommés localement. Ça signifie qu'il y a un problème. Chers urbanistes, architectes, vous êtes toujours confondus aux ingénieurs. C'est peut-être nous qui avons la sincérité scientifique qui disons, attention, moi j'ai telle limite par rapport à ça. Il faut appeler un architecte. Mais les autres en ville, ce qui est encore aberrant, même de gens qui ont fait seulement la construction. Le maçon, il s'appelle aussi architecte. Et je me dis, ça c'est vraiment dans le monde des aveugles. Je vois comment les jeunes architectes sont en train de souffrir. Et quelqu'un brutalement, après avoir eu son diplôme, et il s'appelle architecte ou ingénieur, je me dis que nous avons encore du pain sur la plage. Alors, chers organisateurs, nous, au niveau de l'Institut du bâtiment et travaux publics, nous attendons de vous des recommandations qui doivent être vulgarisées. Nous devons quitter cette salle, nous devons atteindre le bas peuple pour qu'ils comprennent déjà ce que nous faisons et ce que nous avons l'habitude de faire. Je ne vais pas terminer ce propos sans vous sensibiliser. Nous sommes déjà dans la période de la campagne.
vous ne resterez pas sans ignorer que le mois prochain, c'est déjà la rentrée académique à l'IBTP. C'est le 9 novembre. Le 9 novembre, c'est la rentrée académique en préparatoire et en EL1. C'est-à-dire, vous devez déjà dire aux amis, à la fin du mois, nous avons un concours. Concours pour nos amis de prépa. Nous sommes déjà une institution de référence. Et les inscriptions se passent déjà bien. Et former nos amis qui tardent encore à venir, qu'à la fin du mois, le dernier samedi, c'est le concours. Et une semaine après, c'est la rentrée. Nous, on va oublier que des amis nous ont créé des problèmes. Nous allons voir l'année prochaine. C'est ce qui nous intéresse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les organisateurs, les architectes, l'Ordre national des architectes, les urbanistes et tout consort. Que mon Dieu vous protège. Merci. Devant vous, c'est Maître Kassere Kalwanga. Je suis chef de travaux et secrétaire de la faculté des droits de l'UCG. Avant de commencer mon exposé, j'ai brandi d'abord la loi foncière. Et par la suite, je pourrai brandir d'autres lois. Merci beaucoup. Mon exposé portera sur 5 petits points. Je vais commencer par un contexte malheureux. En deuxième lieu, je vais parler des exigences d'ordre urbanistique en matière de construction. Il s'agit des préalables à suivre, à observer avant d'entreprendre toute construction. Et heureusement, je suis en face des architectes et des constructeurs pour parler à termes génériques. En troisième lieu, je vais parler de la responsabilité des constructeurs en général et plus particulièrement des architectes. Et troisièmement, je vais évoquer quelques dispositions fiscales, donc des impôts et taxes qu'il faudra d'abord payer avant l'entreprise de toute construction. Et afin, je pourrais peut-être conclure en émettant quelques recommandations à l'endroit des architectes. Il m'a été demandé, chers architectes, de vous entretenir autour d'une thématique intitulée « Réalité des procédures juridiques dans l'exercice de l'architecture et de l'urbanisme ». Autrement dit, il s'agit de répondre à la question de savoir si les procédures juridiques en matière d'urbanisme et d'architecture restent respectées. Premier point, je parle du contexte. Et je l'ai déjà dit, c'est un contexte malheureux que je m'avais situé principalement en ville de Butembo, mes chers amis. Il est de constat que, d'ailleurs ça a déjà été dit, que la ville de Butembo, c'est par erreur d'ailleurs que nous l'appelons ville. Il ne suffit pas d'avoir un texte qui institue une entité à ville pour que l'on parle d'une ville. Les premières des règles à observer, ce sont des règles d'ordre architectural. Et qu'est-ce que vous allez constater à la ville de Butembo, mes chers amis? Butembo a connu et connaît encore une urbanisation spontanée. C'est une ville qui vient du néant. Et quelle est la conséquence de tout ça? Ou avant d'ailleurs d'évoquer les conséquences, je m'avais vous dire tout haut qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de plan d'aménagement. Un plan directeur n'existe pas pour la ville de Butembo, mes chers amis, et c'est malheureux. Or, sans plan d'aménagement, sans plan directeur,
Et je l'ai dit sur base des enquêtes faites. Il n'y a pas 6 mois. Il n'y en a pas. À conséquence, qu'est-ce que nous allons constater? Donc, l'absence du plan d'aménagement entraîne automatiquement quoi? Entraîne la violation des règles du lotissement. Il n'y a pas de lotissement à Ville-Boutimbo. Les règles de morcellement des parcelles, n'en parlons même pas. Le respect des servitudes de l'urbanisme, n'en parlons pas. Les servitudes ne sont pas respectées. Les règles des prospects, là c'est encore grave. Le volume de construction, on ne sait pas vraiment à quel sein c'est voué. Donc, bref, c'est une ville qui ne respecte pas les règles urbanistiques et les règles d'architecture. Voilà un peu à terme de contexte. Alors, est-ce que les procédures sont d'application? D'emblée, je dirais non. Voici les exigences urbanistiques que j'ai qualifiées de préalables à l'entreprise d'une construction. Là, je vais épingler quelques points seulement. De 1, pour amorcer la construction, il faut d'abord observer l'article, nous allons parler à terme d'article, l'article 204 de la loi dite foncière. Et cet article nous dit ce qui suit. Tout contrat de concession foncière, c'est-à-dire l'acquisition des terrains qui n'a pas respecté les règles urbanistiques, sera annulé simplement. Donc, comprenez déjà les rôles que vous avez à jouer. Si vous avez un terrain qui a été octroyé en dehors des règles urbanistiques, dites-vous tout simplement que le contrat sera annulé et le terrain vous sera ravi et que par conséquent, on ne sait pas y ériger quoi que ce soit à terme de construction. Ça, c'est de 1. C'est l'article 204. Deuxième élément, comme préalable avant la construction, le respect du zonage. L'urbaniste a déjà parlé du zonage. Le zonage n'est rien d'autre que la destination qu'on donne au terrain. Ça signifie tout simplement ceci. Lorsque un architecte est appelé à faire l'étude de terrain, à vue d'une construction, il doit d'abord se rassurer que ce terrain-là est appelé à recevoir une construction. Et donc, en RDC, selon l'article 60, alinéa 3 de la loi dite foncière, nous avons 4 destinations: résidentielles, commerciales, industrielles, nous avons aussi agricole ou d'élevage. Donc il ne faut pas mêler les fermes et les gens. Les terrains destinés à l'habitation doivent rester utilisés, doivent être utilisés pour cette fin-là. Et non pas l'amalgame des choses. Un autre élément, comme préalable, et là je suis plus sur le domaine résidentiel. Chers architectes, aujourd'hui il se pose un problème sérieux avec le dimensionnement des parcelles résidentielles. On ne veut pas construire sur n'importe quelle parcelle, mes chers amis. Il y a des dimensions légales pour ce faire. Et la loi exige qu'une parcelle résidentielle réunisse les dimensions de 3 arbres au moins. 3 arbres. Et justement, ça va dépendre de la forme géométrique. Si je prends un rectangle, par exemple, il faut au moins 15 sur 20. Donc, en dessous de ces dimensions, l'occupant n'aura jamais de titre. L'occupant n'aura jamais de certificat d'enregistrement. Et donc, il s'agit bel et bien d'une construction anarchique. Et qu'est-ce que nous constatons ces derniers temps?
Et c'est là que je me tourne justement de nos services étatiques, urbanisme, cadastre, conservation des titres immobiliers. Et je tourne vers les constructeurs, instituts de bâtiments. Vous allez constater une prolifération des parcelles de petite taille, donc des parcelles qui ne réunissent pas les dimensions des 3 arts, mais curieusement, avec des bornes, avec des maisons et tout comme ça. À partir de maintenant, je vous recommande de ne pas accepter une quelconque construction sur une parcelle ne réunissant pas les dimensions de 3 arts. Il s'agit d'une violation notoire de la loi. Et les conséquences, je ne vais pas en parler. Je vous donne un exemple. J'ai effectué des enquêtes il y a exactement 2 mois au quartier Katia. Une concession dite communément concession Palos. J'ai trouvé facilement plus de 60 maisons à dire, mais sur les parcelles de petite taille. Et la plus petite parcelle que j'ai épinglée a des dimensions de 7 sur 8. Et c'est une réalité. Et c'est là au travers de toute la ville de Butembo. Et si vous allez du côté de Moussimba, là n'en parlons même pas. Il est des quartiers qui ne sont constitués que de telles parcelles. Et imaginez déjà les conséquences sur le plan de l'environnement. Et imaginez les conséquences sur les règles du prospect, vous pouvez imaginer la suite. Donc, retenons une parcelle normale pour recevoir. La construction doit respecter les dimensions de 3 arts. Ah oui, autre préalable, peut-être pour finir le préalable, c'est le permis de construire. Et nous avons déjà suivi suffisamment des éléments sur le permis de construire. Je crois que je peux référer facilement à l'exposé de mon prédécesseur. On a eu des éléments suffisants sur le permis de construire. Et là, je réfère au premier exposé. Deuxième point de mon exposé. Et c'est là peut-être que je vais plus insister. C'est la responsabilité du constructeur. Mes chers amis, nous avons une grande tâche, attaquer constructeurs. Et lorsque je parle des constructeurs, je vois d'abord les personnes qui sont appelées à faire des plans, à faire l'étude du sol, n'est-ce pas, la résistance du sol et au sol. Après cela, je vois les ingénieurs, que nous appelons les entrepreneurs. Je vois les maçons, je vois les charpentiers, toutes les personnes qui accompagnent les architectes alors, sans trop maîtriser la notion, bien sûr. Ah oui. Vous avez une grande responsabilité. Là, je vais commencer par évoquer un article de notre Code des obligations. Il est dit ce qui suit. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Ça veut dire quoi? Toutes les fois qu'il y aura des dommages, c'est-à-dire des préjudices, l'auteur devra réparer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les domaines de l'architecture, dans les domaines de la construction? Comme les dommages peuvent survenir à tout moment lors de la construction, et que l'architecte ne soit pas toujours à même de réparer. Imaginez un tel bâtiment. Vous êtes appelé une construction, tous les bâtiments par terre. Le patron a engagé son argent. Qui va réparer? La loi dit clairement que, ah oui, c'est celui à qui incombe la faute qui doit la réparation. Alors, dans ce cas qui va réparer, ah oui, c'est le constructeur.
Est-ce que tout le temps vous aurez l'argent pour réparer? Je ne sais pas. Alors, il y a deux grandes assurances pour protéger un architecte, un constructeur en général. Voici les assurances dont question. Vous allez lire l'article 193 du Code des assurances de 2015 qui parle de l'obligation d'assurance des risques de construction. Donc, à terme de responsabilité, je vais souligner des assurances pour vous aider, pour vous protéger. Il y a d'abord l'assurance tout risque chantier. C'est une assurance professionnelle. C'est une assurance professionnelle. Tous les dommages, tous les dégâts qui peuvent survenir en cours de construction, qu'il s'agisse des problèmes de construction, qu'il s'agisse de l'étude du sol, qu'il s'agisse du choix des matériaux même. Vous avez choisi des matériaux défectueux et à la suite de cela, la maison s'écoule. Qui sera responsable? En réalité, c'est vous-même en tant que constructeur. Alors, la loi a érigé une obligation de souscrire une assurance professionnelle. Donc, avant d'entreprendre toute construction, le constructeur, qui est l'architecte, entrepreneur, donc ingénieur, le maçon, les autres, doivent s'assurer au niveau d'une maison d'assurance. Et comme nous sommes à Butembo, où il n'y a qu'une seule maison d'assurance, à l'heure où je vous parle, vous allez au niveau de la SONAS pour souscrire une assurance professionnelle, tout risque chantier. Qui s'assure, c'est le constructeur. Ça, c'est de 1. De 2, il existe une assurance obligatoire également qui pèse sur le constructeur. C'est l'obligation des responsabilités décennales. À quoi consiste cette obligation des responsabilités décennales? C'est bon de finaliser une construction épais comme cette maison. C'est bien. Mais la loi recommande ce qui suit. Si nous constatons des pannes, des fissures par exemple, dans un intervalle de 10 ans, après la remise des clés, qui sera responsable? C'est toujours les constructeurs. Donc, quand vous construisez une maison, observez une période de 10 ans. Et s'il n'y a pas de problème à l'endroit de la maison, là vous êtes quitte. Et tout problème pouvant survenir, bien sûr, lié au vice de construction, c'est ça. Si c'est lié au vice de construction, vous en êtes responsable. Et quelle est l'étendue de ces deux responsabilités? Si la maison s'écroule, mes chers amis, vous devez réparer en intégralité. C'est ça l'étendue de cette responsabilité. Il ne suffit pas de réparer un seul mur pour prétendre à une quelconque réparation. Non. La loi dit clairement que vous devez réparer en intégralité. Troisièmement, enfin, c'est le troisième point. À part les assurances, j'en ai évoqué deux, tout risque chantier et l'assurance de responsabilité décennale. Il est des obligations d'ordre fiscal. Il existe des taxes, il existe des impôts que vous devez d'abord payer avant d'entreprendre toute construction. Pour les impôts, la charge, bien sûr, incombe au maître de l'ouvrage, mais en tant qu'architecte, vous devez d'abord vous rassurer que le patron, le maître de l'ouvrage a déjà payé, a répondu à cette obligation. Le cas contraire, la construction ne pourra jamais commencer.
Je vais commencer par des obligations au niveau provincial. Il est des taxes que nous payons au niveau provincial lorsque nous entreprenons une construction. Il est des taxes que nous payons au niveau national en cas d'entreprise d'une construction et il est des taxes que nous payons au niveau local. Au niveau provincial, je prends d'abord la taxe sur le permis de conduire, de construire plutôt. Je m'excuse, construire. Lorsque vous voulez construire une maison ou lorsque votre client compte amorcer la construction, bien sûr, vous avez déjà parlé du permis de construire et il y a une taxe qui se paye pour ce fait. Il y a une taxe et on l'appelle taxe sur permis de construire, de démolir, de modifier. Donc, lorsque vous voulez construire, lorsque vous voulez apprendre tout ce que nous appelons construction, soit vous modifiez une architecture qui existe, soit vous commencez la construction, soit vous voulez des changements, il y a une taxe que vous payez pour cela. Et cette taxe se paye en fonction du devis. Vous allez payer en fonction du devis. Donc, ça signifie que lorsque vous sollicitez le permis de construire, vous devez présenter un devis global, bien sûr, qui accompagne votre plan. Et sur base de ces devis-là, on va établir une taxe. Alors, pour un immeuble résidentiel de moins de 3 étages, le devis est multiplié par les 4 millièmes. Jusqu'aujourd'hui, on utilise encore ces tarifs. On multiplie le devis par les 4 millièmes. Si vous construisez une station-service, par exemple,